Ayoka. À toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Mais avant tout, place au sommaire. Thierry Zonde s'enflamme sur la gratuité de l'enseignement après un point de presse du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. À Bukavu, un nouvel éboulement de la terre survenu au quartier Ngakaliba à quelques mètres du lycée Wima. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue encore, mesdames et messieurs, dans ce journal. Thierry Zonde s'enflamme sur la gratuité de l'enseignement après un point de presse du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Il juge non honorant la somme de 40 000 octroyée aux enseignants comme augmentation des salaires et demande au chef de l'État de revoir les trains de vie de tous les ministres, propos recueillis par Divine Bala. Merci beaucoup. Est-ce que vous appelez ça augmentation de salaire? On passe à la télévision, on vous dit qu'on a ajouté 20 000 francs ou 40 000 francs sur les enseignants et nous devons applaudir. Moi, je vous pose la question, à savoir, actuellement, avec le coût actuel, le coût social actuel, vous donnez à quelqu'un 40 000 francs. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça, le mois? Il va payer son transport, il va payer l'électricité, il va payer de l'eau, il va manger, et les soins médicaux. Non, écoutez, il ne faudrait pas commencer à applaudir des choses qu'il ne faut pas applaudir. Nous n'allons pas applaudir cela. Et aussi, vous savez, ce qui fait mal et ce qui énerve, c'est que on passe à une chaîne nationale en train de parler, en train de réduire les zéros vivants en disant qu'on leur a donné 40 000 francs et ils ont applaudi. Ils ont applaudi sur un 20 $. Monsieur le ministre, est-ce changeant, prenons l'inverse, qu'on vous donne à vous le même salaire de ces enseignants parce que c'est aussi des universitaires comme vous. Est-ce que vous serez capable de nouer les deux bouts de mois avec ce salaire? Je ne pense pas. Parce que déjà, vos réunions interministérielles, vous donnez à vos agents des primes exorbitants qui n'arrivent même pas à une année de salaire d'un enseignant. Par jour, c'est que vous donnez. Et vous passez à la télévision en train de dire qu'ils ont applaudi, ils sont contents pour un 40 000 francs. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Cette histoire, allez le parler dans vos conseils des ministres. Ne venez pas nous parler de ça à la télévision parce que vous insultez le Congolais. Vous insultez le peuple congolais. Nous savons comment vous vivez. Vous avez un transport garanti, soins médicaux garantis, salaire garanti, vos voyages avec vos enfants garantis, vos enfants dans de bonnes écoles. Et au-delà de tout ça, vous avez aussi votre salaire. Et qu'est-ce qu'ils ont? En dehors du salaire, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un transport gratuit? Ils ont des soins médicaux gratuits? Qu'est-ce qu'ils ont? Écoutez, arrêtons maintenant de commencer. Et vous devrez arrêter de se moquer maintenant de. Un nouvel éboulement de la terre survenu au quartier Ngakaliba à quelques mètres du lycée Wima dans la commune de Kabutu à Bukavu. Hier dans la soirée, des pertes en vies humaines et d'autres dégâts matériels sont constatés. Commentaire de Bénédicte Tumba. Au moins 2 morts et 8 blessés lors de l'éboulement de terre. Cette catastrophe est survenue lors de pluies qui se sont abattues sur la ville de Bukavu. Dans une adresse de presse, Bouroko Faustin, chef du quartier Nyakaliba, précise que 5 maisons se sont écoulées, d'autres détruites et de véhicules endommagés. Il a encore signalé que les personnes blessées ont été acheminées dans des structures sanitaires pour le traitement. Ce stade, nous enregistrons 5 morts. 5 morts, dont 2 enfants de la famille Mouloumé, un enfant de la famille Prosper Milima, Mitima plutôt, un passager qui se trouvait dans un véhicule et un enfant de la famille Tirouz. Au total, c'est 5. Il a souligné que les recherches continuent car d'autres corps seraient encore sous le décombre.
Restons toujours à l'Est où les procès de 15 personnes, dont 9 militaires, poursuivis pour des ventes d'armes illégales par les autorités compétentes. C'est un commentaire de Claudiane Liboula. L'instruction du dossier doit débuter mardi. Parmi les 9 militaires poursuivis figurent 4 officiers supérieurs, un lieutenant-colonel et 3 majors. Parmi leurs comprovenus civils se trouvent 4 femmes. L'une d'elles avait été arrêtée au mois de mars en possession de munitions de guerre qu'elle apportait aux miliciens Codeco de la région de Kobo. Devant la cour, cette femme qui avait dénommé les militaires poursuivis a reconnu ces munitions. Les procès de 15 personnes, dont 9 militaires poursuivis pour des ventes présumées d'armées à des miliciens. Ces armées sont soupçonnées d'avoir été utilisées par milice Codeco, Coopération pour le développement du Congo, lors d'attaques des villages et des cas de déplacés, notamment celui des plaines Savoir en des territoires de Djungu où une 60aine de personnes avaient été massacrées en 1er février à des carrés de présentant les ministères publics colonel magistrat Joseph Makelele. Les premières journées d'audience publique devant la cour militaire du Touri a été consacrée à la présentation des prévenus et l'objet saisi, à savoir un fusil d'Ossou, AK-47 et des centaines de munitions. Rendons-nous à présent dans les Hauts-Katanga. Les acteurs politiques membres de l'Union sacrée ont à leur tour pris part à cette conférence interprovinciale Katangé-Kassaïen et ils ont évoqué quelques pistes de solutions, entre autres la construction des écoles dans les Kasaï, les hôpitaux ainsi que l'assurance du bien-être de la population. Les détails dans cet élément proposé par Divine Mbala. Ici, c'est la délégation du FCC au Katanga. D'abord, nous avons été pris à pied levé. Nous ne savions pas de quoi il était question. Quand nous sommes arrivés, alors ils ont fait partage avec nous sur cette question qu'ils appellent migration rurale. Ce que nous entendons être migration interprovinciale. Et alors, c'est un problème épineux des communautés, des populations qui se déplacent. Mais nous avons fait des recommandations comme quoi il fallait qu'une telle conférence se tienne à la source pour essayer d'extirper ce qui fait que les compatriotes quittent de loin. Qu'est-ce qui se pose comme problème là où ils sont? Et les écouter. S'ils se déplacent de la façon que ça se déroule aujourd'hui, c'est qu'ils se sentent abandonnés à eux-mêmes et ils viennent à travers tous les périls pour se retrouver dans des conditions où nous sommes aujourd'hui et qu'on déplore. Le FCC au Katanga n'est pas impliqué dans aucun frottement quelconque entre communautés parce que le FCC regorge les partis politiques qui ont en leur sein les compatriotes de toute la République. C'est ainsi que depuis la passation de pouvoir par l'alternance pacifique et civilisée, nous travaillons pour la paix. Mais sauf que nous constatons qu'au sein de ceux qui détiennent le pouvoir, il y a des contradictions qui font qu'il y a des incompréhensions qui se créent sur le terrain et qui suscitent des inquiétudes auprès de la population. Et nous pensons que le pouvoir devra pouvoir aider à ce qu'on donne du travail à la population, des œuvres, pour éviter de voir des gens se déferler, par exemple, à travers nos villes, et ça crée une insalubrité. De cette façon, qu'il y ait un encadrement, le FCC est là pour donner des conseils. Dans le même chapitre, la délégation du FCC dans les Hauts-Katanga a pris part aux assises sur la paix et les vivre ensemble entre Katangé et Kassaïen. Il suggère au parti présidentiel de donner le boulot à la population désœuvrée afin d'éviter l'insécurité. Bénédicte Mbala, Divine Mbala, une fois de plus. Les acteurs politiques membres de l'Union sacrée et ceux du Front commun pour le Congo ont aussi répondu à l'invitation du bureau de la conférence interprovinciale Grand Katanga, Grand Kasaï. Devant le bureau constitué des gouverneurs, des présidents des assemblées provinciales et des ministres provinciaux de l'intérieur de 9 provinces, ils ont parlé de la paix,
de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble sous l'encadrement des autorités. Au sujet du flux migratoire des populations du Grand Kasaï vers le Grand Katanga, chaque camp a proposé des pistes de solutions basées sur les actions de développement apposées dans le Grand Kasaï. Nous, en tant que politiques, nous voulons interpeller les gestionnaires de la chose publique de prendre leurs dispositions. Et nous leur avions donc suggéré des projets sur tous les plans, social, économique, politique, etc. De création de projets en amont et en aval. Donc dans les grands Kasaï, il faut construire des écoles de qualité, des hôpitaux de qualité. Il faut assurer le bien-être de la population qui se trouve au Grand Kasaï. C'est un problème épineux des communautés, des populations qui se déplacent, mais nous avons fait des recommandations comme quoi il fallait qu'une telle conférence se tienne à la source pour essayer d'extirper ce qui fait que les compatriotes quittent de loin. Qu'est-ce qui se pose comme problème là où ils sont? Et les écouter. S'ils se déplacent de la façon que ça se déroule aujourd'hui, ceux qui se sentent abandonnés à eux-mêmes, et ils viennent à travers tous les périls pour se retrouver dans des conditions où nous sommes aujourd'hui et qu'on déplore. La dernière audience de la soirée est celle accordée aux coopératives des créateurs qui ont pour leur part sollicité l'encadrement du gouvernement de la République. Face aux tensions intercommunautaires entre Katanga et Kasaïen, le chef du gouvernement Sama Lukonde a lancé les travaux de la table ronde sur la paix et les vivre ensemble depuis le vendredi 22 avril dernier à Lubumbashi. Autour de ces assises, il est question de trouver des solutions durables pour la paix entre les deux communautés. Didi Bibomba nous éclaire là-dessus. Dimanche 24 avril dernier, ce fut le 3e jour des travaux de la table ronde sur la paix et les vivre ensemble entre les Kasaïens et les Katangais à Lubumbashi. Prenant part à ces assises, les députés nationaux et sénateurs, quelques membres du gouvernement, les gouverneurs des provinces de l'ex-Katanga et Kasaï. Dès le départ, l'occasion a permis de jeter les bases des travaux de réflexion autour de la question des migrations interrégionales entre les deux provinces précitées. Le flux s'est accéléré ces 2 dernières années pour des raisons économiques. Tous les participants ont ouvert leur cœur, posant clairement les problèmes et en donnant des propositions pour descripter l'atmosphère. Marie-Thérèse Masuka a rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour cette initiative digne d'éloge. Quant à lui, l'autorité provinciale du Lualaba a fait savoir que c'est la toute première fois que ces discussions de cette envergure soient organisées depuis que les tensions entre ces deux communautés sont enregistrées. Rappelons que la cérémonie d'ouverture de la dite table ronde a été démarrée depuis le vendredi 22 avril dernier par le Premier ministre Sama Lukonde à l'hôtel Caravia à Lubumbashi en appelant les acteurs politiques à éviter toute instrumentalisation. D'une province à une autre, pendant son séjour dans la province de l'Équateur, Paul Moïndo, le rapporteur adjoint de la CENI, a fait une descente à Bikoro, située à 128 km de la ville de Mbandaka, afin de faire un constat sur la grande perte de matériel de la centrale électorale qui a été calcinée suite d'un incendie qui a eu lieu le 20 avril de cette année en cours. Suivez. Nous sommes dans le territoire de Bikoro. La CENI avait son entrepôt ici. Et cet entrepôt que nous avions depuis pratiquement plusieurs années avait malheureusement été avait pris du feu. Et voilà pourquoi nous sommes venus nous-mêmes nous appeler de la situation. Et le feu à question avait eu lieu le 20 février 2022, donc c'est au cours de cette année. Nous étions à Kinshasa et à ce moment-là, nous n'avions pas encore eu le temps d'arriver sur place. Mais nous venons de constater effectivement que nous avons perdu un certain nombre de matériel, beaucoup de matériel, parce qu'on a le groupe électrogène, les machines à voter, les ordinateurs, que nous avons perdu dans cet entrepôt.
ce qui constitue une énorme perte pour la CENI. Et donc, nous pensons que nous allons davantage enquêter pour réduire les causes et établir les responsabilités de tous ceux qui sont à la base de cet incendie, parce qu'il faut attendre qu'il n'y a pas de courant dans ce territoire, et non plus il n'y a pas assez de carburant ici. Et donc nous allons approfondir les enquêtes et établir les responsabilités. Néanmoins, cela constitue une perte énorme pour nous. En attendant sur le plan opérationnel, on va trouver comment trouver d'autres mécanismes qui vont permettre à ce que la cartographie et l'enrôlement ne puissent pas se buter à des problèmes dans ce territoire. Donc voilà l'objet de notre mission dans cette entité. On a été avec l'AT et même le colonel de la police, et tous avaient fourni un effort pour sauver un certain nombre de matériels que nous allons visiter incessamment. Néanmoins, c'est une très grande quantité que la CENI a perdu dans cette entreprise. La République démocratique du Congo décide enfin de mettre toutes les batteries en marche afin d'élever son front longtemps courbé, et c'est à travers le projet Krisnovik dans le Kwilu financé par les fonds pour la promotion de l'industrie. Regardez. Cette forte délégation est venue visiter les installations de l'usine de production d'huile de palme du projet Krisnovik financé par le FPI. La délégation a touché des doigts les résultats de la mise en œuvre de ce projet salvateur pour la province du Kwilu. Grande a été la satisfaction de la délégation de sillonner à travers la plantation de palmeraies qui possède à ce jour 300 palmeraies en maturité. La plantation possède également des pépinières. L'ambition est de faire germer des palmeraies sur les 500 hectares de terres arables que possède le projet. Par la suite, la délégation a visité l'usine d'extraction et production d'huile de palme brute, palmiste, raffinée et biodiesel en voie d'installation. Cette plantation et raffinerie moderne située au cœur du territoire de Budungu, au bord de la rivière Kwilu, qui naissent des cendres des plantations levées au Zaïre, PLZ, voudrait produire 5 tonnes d'huile de palme et 2,3 tonnes d'huile palmiste par jour en année de croisière. Le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga, parle d'un projet financé par son institution et qui doit remplir plusieurs fonctions au pays. Il est venu à l'initiative du chef de l'État, le chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a demandé au FPI de pouvoir s'imprégner et de pouvoir voir dans quelle mesure il faudrait accompagner cet investissement. Et c'est un projet qui va aussi dans la même philosophie du plan d'industrialisation de la République démocratique du Congo, le plan lancé par le ministre de l'Industrie avec l'impulsion du Premier ministre Sama Lukonde, l'étroit à la relance des activités des usines et des entreprises qui ont impact et qui ont été aux arrêts pendant longtemps. Nous avons accompagné... Une conférence débat a été organisée le dimanche 24 avril dernier au sein de l'église Saint-Angèle dans la commune d'Elancélé. Les intervenants ont explicité sur divers sujets dont le leadership féminin pour un futur égalitaire exposé par Mme Estine Nyoka Kaiba, le numérique, une culture gérée, infusion des femmes dans les médias pour mettre fin aux préjugés, exposé par la journaliste Rachel Pitida. Regardez ce reportage de Divine Bala. La paroisse Saint-Angèle Mérissi au quartier Mpassa 2 dans la commune de Lancélé a servi de cadre dimanche 24 avril dernier à une conférence débat dont le thème intitulé « Le genre à l'heure de la parité ». Ces assises ont connu nécessairement la participation de 4 intervenants dont chacune et chacun ont passé à tour des rôles. Approchée par la presse, Alice Massengou, une des intervenantes, revient sur l'usage des réseaux sociaux. Utiliser les réseaux sociaux dans les bons nous pousse à développer même les pays, à développer même la société. Mais quand on le fait abusivement, c'est nous détruire
plus tard, nous aurons des problèmes très sérieux avec la jeunesse. Aussi, j'ai évoqué le problème de l'usage des téléphones, comme les parents ont posé les problèmes. L'âge de l'utilisation des téléphones, il n'y a pas d'âge. Mais sauf que pour certains enfants qui sont encore de mineurs, les parents doivent gérer leur téléphone à la maison. Donc je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut éviter certains désagréments dans nos familles suite aux réseaux sociaux. Prenant la parole à son tour, Ernestine Nyoka a par la même occasion évoqué les problèmes de la parité entre l'homme et la femme. Je crois d'abord qu'il faut des modèles, parce que moi-même, pour faire ce que je fais aujourd'hui, j'ai eu un modèle. Mon modèle, c'était Sophie Kanza, devenue Sophie Liaou. C'est sur elle que j'ai beaucoup lu. J'ai suivi son expérience, j'ai vu comment elle a fait ses études et ce qu'elle défendait comme cause. Je me suis dit, c'est quasiment la première femme universitaire de la RDC. Je me suis dit, pourquoi pas. Je pense que ce que nos mamans, les jeunes filles, ont besoin, c'est des mentorats, des modèles. À nos jeunes filles, leur demander d'aimer ce qui est excellent, même lorsque c'est difficile. C'est ce qui est difficile qu'on cueille difficilement, parce qu'il y a des épines et ça vous pique et ça vous blesse. C'est ça qui amène un peu, on va dire, vers la gloire. On note par ailleurs qu'à la fin de cette activité, chaque intervenant a bénéficié des cadeaux selon son appréciation. À 12 jours de la manche allée pour les demi-finales de la Coupe de la CAF, le technicien congolais et entraîneur du football club Renaissance, Jean-Florent Ibengue, est victime d'un accident de circulation. L'annonce a été faite par son club. L'entraîneur de RS Berkane, Jean-Florent Ibengue Ikwange, sera indisponible pour 7 à 10 jours, a indiqué le club marocain lundi 25 avril dans un communiqué sur ses réseaux sociaux. D'après les clubs marocains, le technicien congolais s'est blessé au niveau de la colonne vertébrale à la suite d'un accident de circulation. C'est à son retour d'entraînement au lendemain de la qualification en demi-finale de la Coupe des Confédérations. Pour l'heure, l'ancien entraîneur de l'AS Vita Club de Kinshasa est à l'hôpital CHU Mohamed VI où il a passé des examens médicaux. La Renaissance sportive de Berkane jouera sa demi-finale aller le 8 mai prochain à Lubumbashi contre les tout-puissants Mazembe. Et puis terminons ce journal par cette information en bref. La FECOFA vient de rendre public la commission du nouveau staff technique de l'OPAR après-midi. Il s'agit de Otis Ngoma comme sélectionneur principal. Il sera assisté de Pamphile Miayo, Kisamba Bertin et de Guy Boukassa. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Vivez heureux longtemps, surtout dans l'allégresse. Bonsoir chez vous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.